Lavoie et Pierre-Olivier Morissette à rejoindre sur la scène. J'en profite pour vous présenter. André, je ne sais pas à quel point je nomme tous les chapeaux que tu portes ici. Je vais nommer mon préféré, c'est le président de l'Environnement Mauricie. Ensuite, les plus importants, André est aussi président de l'Association des transporteurs collectifs ruraux du Québec. Il est vice-président de l'Association des centres de gestion des déplacements du Québec. Il est président par intérim du Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec et géographe de formation. Bienvenue André. Pierre-Olivier Morissette, qui possède une maîtrise en aménagement du territoire et développement régional, est le coordonnateur de la division du transport à la ville de Victoriaville et est responsable de la mise en œuvre du plan de mobilité durable. Bienvenue, merci d'être là. Merci. Avant de vous lancer dans les questions plus précises, j'aimerais ça vous entendre les trois sur un rêve que vous chérissez par rapport à la mobilité au Québec. Tu sais, dans un monde idéal, qu'est-ce que vous souhaitez pour le Québec? Qu'est-ce qui vous ferait le plus plaisir? Qui commence? Je vais y aller, étant donné que je vais prendre, en fait, vous comprenez que j'ai le rôle vraiment de l'acteur local dans tout ça, par rapport à un acteur académique ou un acteur de centre de gestion des déplacements. Donc, j'y vais en tant que Victoriavillois. Un besoin, en fait, tu sais, on parlait de type de personnage finalement tout à l'heure. Un des besoins que je peux avoir, qui est une petite frivolité, je vous dirais, là, que je peux avoir quand j'ai des congrès à Montréal. J'aime bien me rendre à la gare et puis de ne pas avoir de déplacement autre à prévoir. Donc, tu sais, tout se fait quand même à portée de marche quand tu es rendu là-bas. Mais pour se rendre là-bas, je ne sais pas si à main levée, il y a des gens qui ont réussi à venir ici en transport collectif d'une manière ou d'une autre. Entre autres, je sais qu'André, dans le webinaire la semaine dernière, parlait de la gare d'une ville fantôme, dont sa gare était au centre-ville, qui est déménagée dans une autre extrémité. Victo fait partie de ça. Donc, on peut en parler. Si vous êtes arrivé en autocar, vous étiez complètement à l'autre bout de la ville, et notre système de transport collectif, l'un des petits défauts qu'il peut y avoir, c'est qu'il faut être membre. Donc, c'est un service qui est exclusif. Donc, déjà, on se prive de certaines opportunités. Moi, l'un de mes rêves, ça serait de simplement pouvoir dire, je pars de chez moi, je me rends finalement jusqu'à Montréal, finalement, en passant par Via Rail, en passant par du transport interurbain, simplement d'un seul trajet. Donc, que ça soit simple. Simplement ça, là, j'en arrive à la base, là, ça serait super. Même chose pour Québec, Trois-Rivières, Sherbrooke. Pouvoir relier les cités finalement régionales, là, ça serait numéro 1. OK, merci. André? Écoute, c'est une bonne question, je trouve ça vraiment trippant. Dans le fond, nous autres, les centres de gestion de déplacement, on est plus dans la planification du transport, tu sais, beaucoup dans l'opération. Nous autres, on est dans la planification. Tu sais, je trouve que ton exemple est très bon parce que, tu sais, quand tu vas en Europe, tu te dis pas, hey, ça me prend un char quand je m'en vais là-bas. Tu sais, tu trouves d'autres moyens. Il y a plein de moyens qui sont disponibles pour visiter les villes, pour visiter les régions, etc. Est-ce qu'un jour, le Québec pourrait devenir comme ça? Ça pourrait être un rêve intéressant. Un autre rêve que j'ai, c'est qu'en fait, on n'avait plus besoin vraiment de nos services, vous voyez. Tu sais, si c'est tellement intégré la mobilité durable qu'on n'ait plus besoin d'avoir de job, ça serait quasiment un de mes rêves, tu sais, c'est fou de même. Mais je sens que je vais prendre ma retraite dans le domaine quand même, c'est qu'on a le droit de rêver. Voilà. Mon rêve, ce serait qu'on ait une vision québécoise de la mobilité ancrée sur un système de transport en commun, partagé et actif, qui ne dit pas à l'ensemble des Québécois que la solution, c'est de posséder sa propre voiture électrique pour être capable de se déplacer. Ça, c'est moi, là. Qu'on soit capable de dire, on va avoir un réseau national de transport en commun où je vais avoir ma carte, ma puce, je ne sais pas pourquoi je rentre, là, mais un système totalement intégré dans lequel on ne s'amuse plus à dire ça c'est de l'urbain, ça c'est de l'interurbain, ça c'est du périurbain, ça c'est de l'interurbain, puis qu'on ne sait plus qu'est-ce qui est financé, pas financé. Comment ça coûte? Ça. Fait que c'est ça que ça prend. Une vision nationale dans laquelle on n'oblige pas chaque Québécois à devoir posséder son véhicule, parce que là, c'est ce qu'on vend. Donc, voilà. Merci. J'aimerais ça rebondir sur un élément de conclusion que vous avez partagé, Catherine. Tu sais, sur le rapport rationnel versus, vous ne l'avez pas dit, là, mais émotif. Quand on parle de trouver des solutions de rechange à l'auto,
on dirait que la réaction, elle est très rationnelle, tu sais, en se disant, ben si je prends mon auto, ça va me prendre 10 minutes de me rendre, mais là, si je commence à embarquer dans votre vision intermodale, à faire un petit bout de chemin à vélo, je laisse mon vélo à un rack, je prends l'autobus et tout, ça va me prendre 25-30 minutes pour le faire. Donc, on peut imaginer que c'est un choix qui est rationnel, mais en même temps, quand on regarde les données, il y a un autre regard aussi qui nous amène à voir qu'il y a un enjeu de perception, il y a un enjeu qui est émotif et qui est irrationnel. Comment est-ce que vous voyez cette dialectique-là entre l'émotif et le rationnel qui justifie nos choix de mobilité? C'est moi qui parle. Je peux me permettre une simple amorce, en fait. Je pense que la raison, c'est pas la même, en fait, pour l'individu que pour la collectivité. Parce que c'est clair, toutes les présentations qu'on a vues ce matin, si on regarde au niveau collectif, on ne fait pas les bons choix présentement. Donc, il faut s'enligner vers ça. Par contre, au niveau individuel, je reprends le rôle Victoriaville, on a doublé, en fait, la tarification de nos stationnements au centre-ville. Présentement, là, on est quand même à 1 $ l'heure. Donc, tu sais, au niveau de la facilité d'accès, c'est quand même assez difficile de combattre ça. Quand tu as déjà ta voiture, puis un cycle de vie de voiture, surtout avec la pandémie, on a vu les voitures usagées, les gens les durent le plus longtemps possible. Donc, le cycle se fait là quand on peut changer de voiture. Ça, c'est pas souvent que ça arrive comme opportunité. Puis, pour l'instant, c'est très facile. Donc, la raison, l'émotion est beaucoup là. Donc, la liberté, là, on se la fait vendre depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, le développement urbain a suivi ça. Donc, moi, j'ai un petit chapeau urbanistique, là, comme mon collègue Jean-François et Jean-Christophe aussi à l'arrière. Mais on travaille tout en transport, donc on n'a pas le chapeau ingénieur, mais on travaille vraiment avec l'amorce de comment développer notre ville. Sauf que là, c'est un changement de paradigme qui se fait sur un très long terme. C'est intéressant. Mais si je peux faire un complément là-dessus, si on a étudié, en fait, à Ville de Trois-Rivières, on a pu modéliser, en fait, puis demander aux gens combien de temps ils étaient prêts à mettre de plus pour un déplacement. Puis ça, c'est intéressant parce que, mettons, la majorité des déplacements en automobile à Trois-Rivières, c'est 15 minutes. C'est en moins de 15 minutes. Il y a 60% du monde, à peu près 2 personnes sur 3, qui étaient prêtes à prendre 10 minutes de plus pour se déplacer. 30% à peu près 15 minutes de plus. Puis dépasser 15 minutes de plus, là, c'est familique. Là. Ça prend quelqu'un que ça ne dérange pas que ça prenne du temps. On va le dire de même qu'il y a d'autres choses à faire. C'est tout ça pour dire que en milieu urbain, c'est autour de 15 minutes de plus si tu veux toucher un tiers de la population au niveau sans trop déranger le déplacement. Au niveau rural, on n'a pas cette donnée-là, mais ce serait intéressant d'aller chercher. C'est probablement le double, parce que la plupart du temps, les temps de déplacement sont à peu près le double. Mais ça serait à voir. C'est que, on parle beaucoup de rationalité, mais nous, je donnais un cours au cégep la semaine passée, puis je disais, tu sais, c'est un statut social, l'automobile, hein? C'est un culte. L'automobile, c'est pas une culture, c'est un culte. Tu sais, si tu engages un avocat, puis tu le vois arriver dans une Corolla tout pourri, tu vas dire, je vais changer d'avocat, là. Tu sais, il faut qu'il arrive en BM, le gars, sinon, il n'est pas capable de plaider une cause. Tu sais, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à changer, puis c'est fondamental dans nous autres. Tu sais, c'est vrai que l'auto, c'est la liberté. Je me sens jamais aussi libre que quand je pognais dans la congestion pour rentrer à Montréal. Tu sais, je me sens vraiment libre à ce moment-là. Fait que tout ça pour dire qu'il y a du travail à faire là-dessus aussi. C'est que, je pense que c'est absolument pas rationnel, moi, perso. Mais c'est correct. Les gens, je pense, dans leur quotidien, essaient de faire fonctionner leur journée. Mm-hmm. Fait que là, tu sais, jamais on va dire, on va blâmer, voyons, qu'est-ce que tu fais? C'est pas, tu sais, ça n'a aucun bon sens de le faire à cette échelle-là. En même temps, j'ai toujours dit, on ne peut pas planifier sur l'anecdote. Fait que moi, quand je fais des présentations, des fois, quelqu'un va me dire, oui, mais moi, puis moi. Là, j'ai dit, bon, est-ce que ça irait mieux si tout le monde faisait comme vous? Fait que là, là, on fait comme réaliser que la multiplication d'un comportement va se traduire par une catastrophe. Là, c'est déjà pas pire là, comme réalisation de dire, tu sais, ce que je fais peut avoir un impact. La notion d'altruisme aussi sur le comportement et la prise en compte des impacts. Ça, c'est dur. C'est pas tout le monde qui va avoir cette capacité-là. Fait que c'est sûr, moi, je parle souvent de l'effet sandwich. Il faut que le choix, il faut que ça vienne d'en haut. Il faut que les politiques puis les messages qui sont envoyés soient en cohérence avec l'ensemble de nos cibles. Actuellement, c'est facile. Dans n'importe quelle cible de la politique de mobilité durable, n'importe quelle décision, c'est totalement à l'encontre. C'est facile à faire, là. Fait que, tant qu'on n'aura pas cette cohérence-là dans le message officiel du gouvernement provincial, je le redis, ça ne va pas aller. Quelqu'un ne peut pas avoir l'impression de se sacrifier.
Fait que, tu sais, un ministre de l'Environnement qui dit non, moi je ne vais pas réglementer sur la publicité automobile, il n'y a rien là, tu sais, il me dit ce sont des outils de travail. Là, tu vas dire non, c'est pas un outil de travail, le gros F-150 pour aller travailler en pointe du matin. Je suis désolée, puis il y a un outil de travail, prends ton magazine, puis va là-dedans, tu sais, regarde pas ça à la télé dans le désert. Bon, je sens ma pression monter. Non, mais j'ai envie c'est qu'il y a ça, il y a l'inaction pour faire en sorte que les bons choix soient soutenus, financés, favorisés, qu'on enlève cette incohérence du discours. Parce qu'il y en a une partie des rationalités. Mais c'est compliqué. Demandez-vous combien votre déplacement vous a-t-il coûté. Le calcul il est vraiment compliqué. J'ai mis un étudiant là-dessus tout l'été pour essayer de trouver un chiffre. Chaque kilomètre que je parcours me coûte combien. C'est compliqué parce que comme tu as déjà payé ton char, ça coûte rien. T'sais, plus tu l'utilises, moins il coûte. C'est l'inverse de ce qui est supposé arriver. Je peux bien que, ben c'est ça. Les deux choses. Rien que pour dire, la Société de transport ferroviaire, à ça, ils font plus de pub d'automobile sur les véhicules. Ils ont mis la politique, c'est que c'est au moins ça, c'est qu'on va le donner. Deuxième chose, parce qu'on parle beaucoup de pousser les gens positivement à changer d'habitude aussi. Je me rappelle l'expérience de Super C quand ils ont commencé avec les sacs de plastique. Au début, pour utiliser les sacs réutilisables, ils disaient si vous réutilisez votre sac réutilisable, on vous redonne 5 cents de la shot. C'est qu'ils donnaient de l'argent si tu réutilisais ton sac réutilisable. Ça a baissé la consommation de sacs de plastique de peu près 10-15 %. Quand ils ont commencé à charger 5 cents par sac, ça a baissé entre 80 et 90 % l'usage des sacs de plastique. Fait que la carotte ou le bâton, des fois, il faut se poser la question. Ça que, tu sais, il y a une notion là-dedans, ça qu'il faut retenir. On ne gère pas des sacs de plastique, là, on gère des déplacements, mais vous comprenez qu'il y a quand même des apprentissages, je pense, à faire avec ces politiques-là. Oui. J'aimerais ça rebondir, tu sais, sur la notion du pick-up, tu sais, qu'on n'a pas besoin du pick-up pour aller acheter une pinte de lait, là, une image qui revient souvent. Puis en même temps, c'est une image qui avait été récupérée par le ministre de l'Environnement, Benoît Charette, quand il justifiait pourquoi il n'y avait pas envie d'aller vers une taxation, une publicité ou en tout cas des malus pour les gros véhicules. Puis il sortait l'exemple en milieu rural, en région, on ne veut pas culpabiliser les gens qui ont des plus gros véhicules et que ça s'inscrit dans un mode de vie qui est peut-être plus rationnel ou en tout cas que ça répond à un besoin. Puis moi, l'image qui me vient en tête, c'est à La Tuque, en Haute-Mauricie, il y en a du pick-up. Mais en même temps, c'est une population qui, le corps du métier est très, très forestier. C'est des gens qui vont souvent en forêt. Mais après ça, bon, ils se déplacent sur des moins 5 km comme tout le monde en ville avec leur véhicule. Mais ça, ce rapport-là entre le rural, le semi-rural versus l'urbain, dans un climat québécois où est-ce qu'on doit avoir une vision intégrée, une vision globale de la mobilité, comment est-ce qu'on concilie ces différences-là? Comment est-ce qu'on peut, malgré tout, se sortir d'un débat qui peut, on peut figer puis justifier l'inertie en se disant « ouais, ben nos réalités sont pas pareilles ». Comment vous le voyez, ça, cette cohabitation-là des réalités québécoises? Bien, je pense qu'il y a beaucoup de similarités dans les milieux. Je suis obligée de parler moi, là. On parle, les modes actifs, c'est partout. Fait que moi, quand on me dit qu'il n'y a rien à faire, tout le monde est pris, c'est pas vrai. Les modes actifs sont partout, puis en plus, les distances sont beaucoup plus courtes dans les territoires, à certains endroits. Mais c'est sûr que c'est pas des solutions unilatérales partout. Là, je m'excuse sur les voitures. Quand on regarde les chiffres, là, la transformation du parc, c'est partout. Fait que c'est pas juste quelqu'un qui est dans son rang. C'est pas les stratégies, on discute jamais de la personne qui est dans son rang. On regarde les approches populationnelles comme en santé. C'est que la courbe s'est tassée. Là, ça n'a pas de bon sens. Si on continue à tasser la distribution complète des autos, on a un problème. Là, il faut gérer ça. Puis en ville, on l'a mesuré, ça augmente le niveau de congestion. Nos routes là, perdent en capacité juste à cause de la transformation du parc de véhicules. Fait que quand un ministre nous dit ça nous prend une nouvelle route, je vais dire non. Et là, ta route, c'est juste qu'elle est moins. Ta capacité est moindre parce que les gens sont tout seuls dans leur auto puis l'auto est plus grande. C'est qu'il y a des effets trop systémiques pour qu'on dise on ne s'attaque pas à cette question-là. Après ça, il y a toujours des modalités d'opérationnalisation de certaines stratégies. Oui, la personne, dont c'est l'outil de travail, c'est son outil de travail, comme dans d'autres domaines. On ne dit pas parce que c'est une voiture qu'il faut gérer autrement, mais quand on regarde de façon systémique, la transformation du parc de véhicules, c'est un vrai problème. Puis il y a beaucoup de gaz à effet de serre qu'on n'a pas économisé. Parce que ce qu'on fait avec notre industrie automobile, c'est que quand les véhicules deviennent plus éco-énergétiques, qu'est-ce qu'on fait collectivement? On achète plus gros.
au lieu d'économiser. On a toujours fait ça. Ça va plus vite, on va aller plus loin. Là, tu sais, j'achète un plus gros char parce que finalement, il consomme autant que mon précédent qui était plus petit. C'est ça qu'on fait. Je pense qu'en fait, la réflexion vaut peut-être pour le pick-up, mais elle vaut aussi pour la voiture électrique. Comme on en parlait tout à l'heure, c'est un cas typique. Là. C'est sûr que c'est bien, c'est mieux une voiture électrique, au-delà d'un certain kilométrage. Mais cette voiture électrique-là, elle va prendre le même espace là, sur les rues, elle va prendre le même stationnement finalement en arrivant au centre-ville. C'est sûr que pour tous les déplacements individuels, on peut se le donner un petit peu, mais ça reste des déplacements individualisés. C'est simplement qu'on se donne une bonne conscience, puis aussi que ça nous coûte moins cher finalement. Donc oui, il y a un investissement de départ qui est peut-être plus grand, encore une fois subventionné, mais le problème du comportement, c'est le même, que ce soit une voiture électrique ou un pick-up. On prend le même espace encore sur la rue, le même espace sur le stationnement. Puis, tu sais, on se crée des besoins beaucoup, hein? On se crée beaucoup de besoins. Des fois, c'est l'industrie qui nous aide. Tu sais, il y a quelqu'un dans mon entourage qui se magasinait une nouvelle automobile, puis tout ce qui se faisait offrir, c'était des VUS, tu sais. Puis là, il dit, ouais, mais je veux pas de VUS. Ouais, mais j'ai celui qui est en spécial, tu sais, c'est le VUS qui veut le vendre. Je sais pas pourquoi, il y a peut-être une cote. La marge de profit plus grande. Ouais, c'est ça, la marge de profit, j'imagine. À moins que ce soit altruiste, là, qui connaît le besoin de l'autre. Mais, non, je suis ironique, là, excusez. Mais au-delà de ça, tu sais, ça aussi, on l'a étudié, on demandait pourquoi vous prenez votre auto pour vous rendre au travail. Parce que des fois, justement, c'est des déplacements de moins de 1 km, tu sais. Une université dans la région qu'on a étudiée, tu sais, il y a 80% des gens qui restent en dedans d'un kilomètre prennent l'auto pour se rendre là-bas. Là, tu sais, c'est plus long de prendre ton char, tu as trouvé une place de stationnement que de partir et d'aller à ton cours. Fait puis quand tu regardes les causes, là, ils disent, ben des fois, ça peut être mon enfant qui pourrait tomber malade. Tu sais, on se fait peur des fois avec les raisons. Puis quand on demande, ça arrive à quelle fréquence, ça, généralement, ça arrive moins d'une fois par mois. Ça comprend notre char à tous les jours. Pour quelque chose qui t'arrive une fois, mais peut-être une fois dans l'année, tu sais, dans la vraie vie, c'est que on se crée des besoins. Puis la même chose, tu sais, moi, j'ai des gens qui disent, je me suis acheté un pick-up parce que je vais à la chasse. Fine, tu sais, tu vas à la chasse 50 semaines par année, tu sais, ça pourrait, tu sais, mais en général, tu vas une semaine. Pourquoi tu ne loues pas ton truck pendant une semaine, puis que mais ça, là, ça devient compliqué parce qu'il n'y a peut-être pas le truck qu'il veut au moment qu'il veut. C'est pour ça que l'autopartage peut être intéressant. Puis d'ailleurs, c'est probablement une des pistes de solution de mettre justement des véhicules plus lourds en autopartage. Parce que présentement, c'est des autos économiques, mais il y a des besoins des fois pour tirer du stock, mais pour transporter plus de matériel. C'est que je ne sais pas s'il y en a qui sont dans le développement d'affaires ici, mais c'est peut-être une Turo, entre autres. Ça me fait, oui, il y a Turo, la plateforme qui a été mentionnée, mais on l'a évoqué, mais Turo qui est un endroit qu'on peut mettre à disposition notre véhicule et le louer entre particuliers, qui est une option super intéressante. Ce que tu dis, André, ça me fait penser aussi à Joliette. La MRC de Joliette a acheté un pick-up électrique qu'elle met à la disposition de la population pour les événements ponctuels où on se dit « OK, là, j'ai besoin d'un pick-up, je veux déménager, je vais aller vider mon garage pour l'éco-centre » et d'avoir accès à ce type de véhicule-là pour les besoins spécifiques. Puis, d'une certaine manière, je trouve que ça s'inscrit aussi dans une philosophie d'économie circulaire, l'économie de fonctionnalité, où au lieu d'acheter le bien, de l'entreposer, puis ça utilise de l'espace, bien, on va le chercher au moment où on en a besoin, puis après ça, on le laisse disponible pour d'autres. Puis Olivier, je serais curieuse d'entendre, tu sais, du côté de Victoriaville, ton maire l'a évoqué, le verso du développement durable, puis je pense que c'est une réputation qui est quand même bien connue au Québec. Tu sais, on pense développement durable, on pense à Victoriaville, une ville de taille moyenne qu'on a au Québec. Est-ce que tu dirais que dans les dernières années, avec cette étiquette-là, il y a un sentiment de fierté qui est venu, qui a réussi à émerger de la population et qui rend peut-être le terreau plus fertile pour implanter des mesures de mobilité durable ou de d'autres approches en lien avec le développement durable? C'est une bonne question, en fait, parce que, tu sais, ça reste que ça vient d'une planification stratégique qui a été faite à la base parce qu'on avait des acteurs locaux, des acteurs communautaires qui se mobilisaient grandement. Je ne sais pas au niveau de l'individu dans la population jusqu'à quel point ça va jouer. Probablement qu'il y a un terreau, effectivement. Mais là où ça peut faire une différence, entre autres, M. Morin et M. Gauthier sont là, le conseil municipal est sensibilisé à ça. C'est là, en fait, que tu sais, on en parlait tantôt au niveau national, mais c'est la même chose au niveau local. À un moment donné, les décisions doivent se prendre. Il y a des gens qui sont élus, en fait, pour prendre ces décisions-là. Donc, on peut aller en consultation autant qu'on veut, mais des fois, il y a des décisions
peut-être un peu plus courageuses, même s'ils ne sont pas complètement farfelus, qui doivent être prises en considération. Donc, se lancer finalement dans le transport collectif, qui est une espèce d'ancêtre du transport à la demande. En fait, là, il y a 20 ans, pour imiter Rimouski, il y a plusieurs cités régionales qui sont allées vers là. C'était justement une super idée qu'on est en train de justement remettre au goût du jour là, présentement avec les nouvelles applications. Par contre, il y a aussi au niveau de l'aménagement physique, on le disait, là, ça, les villes sont capables de jouer dans tout ça. Jean-François est là depuis un certain moment. On a vu, là, si vous regardez notre artère principale, qui est en termes de débit de voitures plus importante que nos 2 routes provinciales, donc le boulevard des Bois-Francs, si vous allez au centre-ville, c'est sûr qu'il passe jusqu'à 20-25 000 voitures parfois par jour. Mais quand même, dans certaines extrémités, on s'est permis de faire un régime de route, un road diet finalement, donc prendre une voie de virage à gauche dans les 2 sens, ce qui a permis de réduire la place finalement pour l'automobile. Ça passe super bien, c'est super fluide, mais ça a permis aussi l'ajout d'une piste en site propre en fait. Donc, c'est avec des petites idées comme ça et à l'opportunité qu'on peut le faire. Ce que ça a permis aussi, avec le comité de transport, avec le conseil de ville, l'année dernière, en fait, en 2022, le conseil s'est doté de 2 outils qui sont entre la planification et l'intégration des opérations puis les plans d'immobilisation. Donc, c'est des plans directeurs, un pour le réseau cyclable, un pour le réseau piétonnier, où oui, on se dit déjà c'est quoi nos tracés, qu'est-ce qu'on veut faire, mais ça va nous permettre ensuite de les prioriser puis de savoir dans notre échéancier de 5 ans d'immobilisation lequel on va faire en premier. Autre chose qui est intéressante dans ces 2 plans-là, j'ai dit plan du réseau piétonnier, non pas plan du réseau de trottoir, parce que c'est l'usager, en fait, qui est au cœur de ça, et c'est 2 plans différents au lieu d'être un plan de mobilité active. Parce que les plans de mobilité active, souvent, c'est 99% vélo, on oublie le piéton. Et le piéton, lui, une fois qu'il a fini le trottoir, qu'est-ce que tu fais avec? Il va falloir qu'il traverse la rue, il va falloir qu'il aille ailleurs. Donc, toutes ces interventions-là et les campagnes de promotion et tout ça, au moins, sont planifiées. Donc, maintenant, cette cheville ouvrière-là, finalement, nous permet de faire le lien entre les planifications qui nous viennent d'en haut et les opérations très terrain avec nos équipes de génie, qui nous permettent de voir combien de millions de dollars on va mettre par année, finalement, dans ce transport actif-là. Donc, le Conseil s'est engagé dans les 5 prochaines années et, j'imagine, les années futures, minimalement à mettre $1 million, ne serait-ce que pour du nouveau dans le transport actif. Pas seulement ce qui est déjà existant, mais du nouveau. Donc, c'est des outils qui nous permettent effectivement d'aller de l'avant. Puis ça, peut-être qu'au niveau de la population, effectivement, il est là, mais on a, au niveau municipal, au niveau des fonctionnaires, c'est sûr que ce qu'on ressent, c'est la volonté du conseil. Puis ça, on peut dire effectivement que le conseil, présentement, on a vu la volonté, là, oui, berceau, M. le maire l'a dit avec le leaking tout à l'heure, on veut passer du berceau au leader du développement durable. Donc, ça va au-delà, finalement, d'une campagne de promotion, c'est vraiment enchâssé là, dans les outils de planification de la ville. C'est intéressant. Si je peux rien que rajouter, parce qu'effectivement, la marche est souvent, si l'enfant pauvre, là, il est oublié dans tout ça, puis pourtant, on est tous piétons. À un moment donné, on marche tous. Puis pendant des années, les villes se sont développées sans faire de nouveaux trottoirs, ça coûtait cher. Mais ça commence. Là, ça me donne espoir ça, de voir qu'il y a des nouveaux quartiers où ce qui exige qu'il y ait des trottoirs qui planifient déjà où l'autobus va pouvoir passer, parce qu'il y a des quartiers, même dans la ville de Trois-Rivières, parce que les autobus ne sont pas capables de rentrer l'hiver parce que l'arc de braquage n'est pas correct. C'est-à-dire qu'il y a des territoires qui sont enclavés, alors que si on avait mieux planifié au niveau urbanistique, au niveau de l'aménagement, on n'aurait pas ce problème-là. C'est que des fois, on s'autocondamne, mais je pense qu'il y a un changement au niveau municipal, je pense aussi, là, en réalité, où se rend compte que ça fait partie non seulement du problème, la mobilité durable, mais ça fait partie de la solution en tant que telle. C'est que je pense que c'est important. Je vais te faire un commentaire sur la question de leader. J'ai un défi pour vous. Quand la politique de mobilité durable est sortie, si vous regardez les cibles, là, on a beaucoup de cibles de réduction de la part de l'auto-solo, puis on a des cibles d'augmentation de la part du transport commun, mais on a nullement, je l'ai dit souvent, on n'a pas de cible de réduction du nombre de voitures. Puis le jour où on va inscrire dans nos objectifs la réduction du nombre de voitures, là, donc de la nécessité de posséder un ou plusieurs véhicules, donc vraiment réduire la population de véhicules, là, soudainement, il y a comme d'autres solutions qui vont arriver. Parce qu'on essaie de prendre un déplacement et de dire ce déplacement-là devrait se faire autrement. On ne questionne pas l'existence du déplacement. Puis les parts modales, c'est un très mauvais indicateur. Je passe presque 1 heure dans mon cours pour expliquer comment c'est un mauvais indicateur. Bon. Mais la notion d'auto, cette population d'auto, puis la raison pour laquelle on ne les a pas, c'est si vous faites votre bilan gaz à effet de serre, si vous réduisez le nombre d'autos, ça n'a pas d'effet sur le bilan gaz à effet de serre, puisque notre comptabilité est liée aux émissions locales. Ce qui
Ça non plus n'a pas plus ou moins de bon sens, parce que si on réduit le nombre de véhicules produits, on a quand même un impact considérable, mais qui ne sera pas comptabilisé. Vous pouvez comptabiliser pareil, mais ça ne sera pas comptabilisé dans le GES du Québec. Et il reste que si on fait ça, si on réduit la motorisation, là, on donne de l'argent disponible, puis là, ça permet d'investir au Québec. Parce que, tu sais, le panier bleu en transport, c'est le transport en commun. C'est rien, c'est tout sauf l'auto. On n'a pas d'industrie automobile, on n'extrait pas de pétrole. Fait que quand on investit, qu'on dit aux gens de s'acheter des autos, on fait sortir les capitaux. Bon, c'est ça qu'on fait. Donc, des sites de réduction du nombre d'autos permettraient de réduire plusieurs impacts négatifs, en plus de générer de l'argent disponible pour investir dans vos commerces locaux ou dans toute autre activité qui peut être bénéfique pour le Québec. Et ça, c'est quand même étonnant qu'on ne le fasse pas. Fait que ça, c'est le défi que je vous lance. Prochain plan, premier objectif, réduire le nombre d'autos. C'est un bon défi, en fait. Là-dessus, je me permets de le prendre tout de même, parce qu'effectivement, dans les planifications, c'est pas le cas. On parle d'augmentation, finalement, de l'achalandage du transport collectif, d'augmentation du transport actif, sans que ce soit nécessairement dans une planification, dans le cadre de subventions qu'on a déjà déposées, en fait, qui a abouti avec Climat Municipalité phase 2, donc le projet, finalement, de modernisation de taxibus et aussi d'ajout de pistes cyclables. C'est sûr que c'est un objectif très ambitieux, qui était de viser le 0 voiture de plus, oui. Finalement, à terme de ce projet-là. Je vous dirais, avec les données qu'on a vues, oui, il y a eu pandémie et autres, là, donc ça n'a pas aidé, on est en retard, mais l'objectif, tout de même, était noir sur blanc à Victoriaville, sans que ce soit une planification d'envergure, c'était sur un projet particulier. Donc, à faute d'avouer à Denis Cardonnet. C'est bon. Mais je pense que, tu sais, de votre stature de chercheur, d'experte reconnue au Québec, Catherine, c'est beau de vous voir dire, moi je le dis ouvertement, oui, c'est une guerre à l'auto, il faut le dire, à l'auto solo, vous avez précisé. Puis en même temps, ça me fait penser à ce que Martineau de la SADC, de Nicolas Bécancourt, disait, comment en adoptant un discours qui est culpabilisant, ou du moins qui fait sentir mal les gens de s'être déplacés en voiture, à quel point c'est difficile aussi de donner envie de changer, de revoir les comportements, les modes de vie. Puis, ce que j'aime de tes interventions, Pierre-Olivier aussi, c'est de ramener tout le volet transport actif. Bien, André aussi, tu mentionnais à quel point ça, c'est accessible à tout le monde. Et dans un contexte où, au Québec, depuis des décennies, il y a deux priorités qui font consensus, la santé et l'éducation. Et le lien entre la santé, le transport actif, dans une perspective de mobilité durable, il me semble que c'est une des stratégies mobilisantes sur lesquelles on devrait tabler davantage. Avez-vous des exemples ou des données par rapport au lien entre la mobilité durable et la santé publique et le bien-être aussi qu'on peut avoir dans notre manière d'aménager nos espaces, mais aussi de bâtir un vivre ensemble qui fait du sens? Ben, en fait, il y a eu une étude dernièrement, entre autres, sur l'usage du transport actif pour se rendre au travail, puis ça a été démontré. Là, je n'ai pas les pourcentages exacts, là, ça n'existait-moi pas, là, mais il y a plus de productivité à ceux qui prennent le transport actif. Je crois que c'est un 10 à 15 là, tu me corriges si je me trompe. Puis l'absentéisme diminue aussi. Le monde sont plus présents. Et donc, puis ça aussi, c'est un 10-15 c'est qu'on parlait quasiment d'un gain de 20 à 30 pour quelqu'un qui prend du transport actif pour se rendre au travail plutôt que l'automobile. Il faut se dire aussi que quelqu'un qui prend le transport collectif va aussi marcher plus que quelqu'un qui prend l'automobile. Généralement, les arrêts ne sont pas nécessairement à côté de la porte, etc. C'est démontré que la personne qui prend le transport collectif va avoir tendance à plus marcher que l'automobiliste moyen. Ça, je l'ai calculé. Ça, c'est 30 en moyenne à Montréal, 30 du niveau d'activité physique quotidienne. Quelqu'un qui prend le transport commun va faire 30 du metabolic equivalent of task. C'est les METS, là, ce qui est utilisé pour les niveaux d'activité en santé. C'est vraiment super. Ben, c'est une des solutions. En fait, c'est des dommages collatéraux qui sont super intéressants à faire. Puis, tu parlais de la santé, tu sais, des choses qu'il faut. Puis, tu sais, on parlait du discours, il faut faire attention. Il faut arrêter aussi de penser que de changer de mode de déplacement, tu es obligé de faire ça 5 jours sur 5. Puis que, tu sais,
Et on en parlait tantôt, s'il pleut, le monde prend des taxis, quand il pleut, prends pas ton vélo, prends ton char. Au moins, toutes les autres fois que tu auras pris ton vélo, ça va compter dans l'histoire. C'est que on faut pas viser. On dirait que c'est ça, c'est pareil comme le véganisme ou whatever. On dirait que tu passes de tout à l'autre. Mais c'est pas ça. On peut y aller progressivement, on peut y aller 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. Ça va diminuer la pression des véhicules sur les routes de façon remarquable. Puis généralement, quelqu'un qui fait de plus en plus de transport, d'ailleurs, pour se rendre au travail, va avoir tendance à l'utiliser plus souvent, naturellement, rien que parce que ça devient plus facile. Fait que, je pense qu'il faut pas mettre tout blanc, tout noir. Il y a des choses qu'on n'aura pas le choix, mais anyway, on va avoir besoin d'automobiles, entre autres, des fois en région. Tout à fait, évidemment, vous comprenez que moi, je n'ai pas d'études à citer. Par contre, je reviens avec certaines choses qu'on a vues précédemment dans le forum. Nous, en région, en fait, mais à Victoriaville particulièrement, il faut commencer par l'offrir ce choix-là. Oui. Présentement, oui, la plupart de nos déplacements se font dans un rayon de 5 km. Ça peut se faire très bien, mais ce n'est pas toujours tout le monde qui va avoir accès à ça. Justement, il peut pleuvoir. Si je nous ramène pré-pandémie, en 2019, notre réseau de transport collectif qui est basé sur le nombre de permis qui étaient disponibles. Donc, avant la loi 17, on avait jusqu'à 30 taxis qui pouvaient être sur le territoire de Ville-et-Victo. On était rendu à 255 000 déplacements par année. Dans notre transport collectif, on était à saturation, on ne pouvait pas avoir de permis de plus, on n'était pas capable d'amener plus de voitures finalement en ligne. Donc, évidemment, la pandémie est arrivée, ça a donné d'autres défis, mais à tout le moins, sur la gestion de l'offre, ça nous a donné un certain assouplissement. Vous direz qu'il a été changé justement avec la loi 17. On a certains chauffeurs qui sont partis à la retraite, donc manque de main-d'œuvre. Et la pandémie nous a amené les mesures sanitaires jusqu'au mois de mai de l'an dernier. En fait, on n'était pas capable dans un taxi de mettre la pleine capacité dans les véhicules, contrairement au transport collectif par autobus. Donc ça a mis une pression plus grande. Puis je vous dirais que depuis 3 semaines, justement, on est en train de roder notre nouveau système de répartition, la nouvelle application, puis on va de 900 à 1000 déplacements quotidiens. Donc on est vraiment en mode rattrapage, sinon même plus qu'avant la pandémie. Donc la demande est là, simplement qu'on revient avec les mêmes défis de l'offre qu'on avait précédemment. La chance qu'on peut avoir, c'est justement, on n'a plus le carcan limitatif du nombre de quotas de permis de taxi qu'on pouvait avoir précédemment. Puis, ce que ça nous permet de voir, justement, en ayant des données maintenant plus précises que Jean-François pourra vous donner justement l'an prochain, c'est qu'on voit déjà le taux de jumelage. Nous, on était très élevés quand même, vous comprenez, à saturation, on était à 3 personnes par taxi environ par déplacement. Bien maintenant, ça nous arrive d'embarquer quelqu'un, de le déplacer, puis d'embarquer quelqu'un d'autre dans la même tournée. Donc, notre taux de jumelage, avec les 2-3 premières semaines qu'on a vues, sans avoir fait de promotion, est déjà au-delà de 4 par véhicule. Donc là, ça nous donne déjà suffisamment d'arguments, puis nos chauffeurs le voient. Ça a vraiment permis de penser déjà une réflexion d'augmenter la capacité des véhicules, donc d'avoir des transits, des choses qui permettent d'avoir plus que 4 personnes finalement passagers. Et l'autre effet bénéfique que ça a eu, c'est que ça a libéré justement notre industrie du taxi privé. Parce que eux, durant le jour, on avait du 45 minutes, du 1h15 d'attente avant d'avoir un taxi privé. Bien maintenant, après seulement 3 semaines d'opération, on voit qu'autant sur notre taxi collectif, on a réussi à optimiser ça, que sur le taxi privé, ça a libéré la demande. Donc, les chauffeurs, finalement, sont gagnants là-dedans, puis collaborent de mieux en mieux, finalement, dans tout ce changement-là. Là, je voudrais faire un commentaire là, sur la notion de culpabiliser ceux qui viennent en auto. C'est la dernière chose à faire, c'est ça. Puis en fait, là, je reprenais mes notes, là. Il y a un monsieur Taillefer, là, Alexandre de son prénom, qui a dit devant l'Assemblée nationale que l'automobile était le principal facteur d'appauvrissement individuel et collectif au Québec. Moi, je pense qu'elle est là la clé. Les gens possèdent plusieurs véhicules parce qu'ils n'ont pas d'option ou qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas d'option. Ça leur coûte, c'est le 2e poste budgétaire, on le sait, dans les dépenses. On veut leur faire économiser de l'argent. Pour ça, il faut qu'on puisse leur offrir les bonnes options. Si un déplacement se fait en automobile, pourrait se faire avec un véhicule partagé. C'est là où je pense qu'il y a une façon d'amener une mobilité qui est plus raisonnée pour faire économiser de l'argent. Moi, je pense qu'il faut vraiment segmenter l'utilisation de la possession, ce qu'on ne fait pas suffisamment. À Montréal, on a fait la simulation. Là. Si on mutualisait tous les véhicules possédés à Montréal, on en enlèverait 1 million. Je veux dire, c'est beaucoup, là. Ça, c'est même pas les autos autonomes, là. Ils sont stationnés, puis moi, je prends juste un véhicule qui est disponible. 1 million. Les gens qui se déplacent en auto continuent à se déplacer en auto. Ce que je veux dire, c'est qu'on a une capacité résiduelle immense de ce parc de véhicules. Il y en a trop. Je sais que c'est dur, parce que quelqu'un, il ne faut pas l'arracher l'auto à quelqu'un, mais il y a quelque chose de fondamentalement
raisonner, de dire, bien, ce véhicule-là, il est utilisé 5% du temps. Peut-être que si on était 4 à l'utiliser ou 10, on ferait un meilleur usage. Ça permet justement de mieux raisonner la mobilité. Fait, non, on ne va pas dire, qu'est-ce que tu fais là avec tes 3 points de hockey en auto? Non, on ne va pas dire ça. Mais de penser la façon dont on affranchit sur la nécessité de posséder pour pouvoir utiliser, là, il y a vraiment quelque chose à faire. Fait que c'est sûr qu'au niveau du message, c'est impossible que quelqu'un ne se braque pas si on va lui dire qu'est-ce que tu fais, puis ça ne marchera pas comme ça. Mais il y a quelque chose de très logique, à la fois individuellement et collectivement, pour le Québec, de mieux utiliser ces ressources-là. Ça, je pense qu'on ne l'utilise pas assez, ces arguments-là, les arguments économiques, à la fois individuels et collectifs. Et au niveau de l'espace qu'on gagne, il faut imaginer, si on enlève 1 million d'autos à Montréal, ici, je ne l'ai pas calculé, là. Vous n'avez pas de bonne donnée. Si je peux juste bien rapidement, je pense qu'une des clés, puis on en a parlé un peu à matin encore, là, mais c'est vraiment la mutualisation et l'optimisation de ce qu'il y a. Je pense que ça, on ne s'en sortira pas sans qu'on passe par là. Puis il y en a déjà assez des véhicules, il y en a même trop, effectivement, des véhicules présentement. Puis on ne parle même pas des espaces de stationnement. Il y a une étude en Amérique du Nord qui disait, je pense qu'il y a 10 ou 12 stationnements par véhicule. 10 ou 12 stationnements par véhicule. Puis après ça, le monde dit qu'il n'y a pas de place pour se stationner. Peut-être qu'ils ne sont pas à la place qu'ils veulent, mais c'est quand même fou. Imaginez tout cet espace-là qu'on pourrait requalifier comme espace de vie, ça serait malade. Ça. Mais je trouve ça, les grands esprits se rencontrent. Mais c'est là que je voulais aller parce que quand Catherine parlait que, dans une journée, sur un cycle de 24 heures, à peu près 95% du temps, l'auto est immobile, elle est inutilisée. Moi, j'avais déjà vu une carte où est-ce qu'on faisait un équivalent, mais pour l'espace du territoire. Si on met sur une carte vue du ciel, quelles sont toutes les zones qu'on a dédiées à l'auto stationnée, où est-ce qu'il peut en avoir une ou pas, puis on regarde l'espace qui nous reste pour développer autre chose, par exemple pour répondre à des besoins de logement, à des besoins de parcs, d'aménagement pour recréer des espaces collectifs. On prend une autre mesure du coût qu'on fait, des sacrifices qu'on fait pour se permettre d'avoir ces espaces-là dédiés aux véhicules. Alors, en termes d'aménagement du territoire, je trouve que la politique nationale d'aménagement du territoire a été adoptée en juin l'année passée. On attend une plan de mise en œuvre pour voir de quelle manière la mobilité va s'intégrer. Mais je trouve que ça amène aussi d'autres perspectives qu'il faut qu'on ait en tête. Il nous reste encore quelques minutes. Moi, j'aimerais ça vous entendre sur le train. Puis pourquoi? C'est parce que André t'en parlait, en Europe, c'est un des transports collectifs qui est très, très bien développé. D'ailleurs, quand tu es allé à Glasgow pour la COP26, Glasgow et Édimbourg en train, ça se faisait très, très bien. Et quand on discute au Québec, de ce fameux train qui pourrait relier Québec et Toronto et qu'on n'en finit plus de ne pas le voir arriver, puis qu'on sort l'argument de la densité de la population qui n'est peut-être pas au rendez-vous, tu avais amené cette perspective-là d'Édimbourg-Glasgow que je trouve super intéressante. Puis j'aimerais ça vous entendre sur qu'est-ce qui explique que le train, à part Via Rail un peu, là, mais c'est si peu considéré comme option, comme vision stratégique pour le transport collectif, alors que ça semble être une avenue hyper intéressante. Je vais commencer à s'interpeller. Écoutez, tu aurais été fier de moi, Catherine. J'ai rencontré le cabinet du ministre il y a 2 semaines, puis il disait on vient d'une mission en Europe, ils sont tellement avancés, ils sont en avance sur nous autres. Ils ne sont pas en avance, ils ont continué à mettre de l'argent dans leur réseau, eux autres. Et nous autres, on est en retard. C'est que ça, il n'est pas ça entendre ça, mais je trouve ça le fun de l'utiliser. C'est que même ceux qui me connaissent savent que je suis un peu baveux dans la vie. C'est tout ça pour dire qu'on a arrêté d'investir dedans, puis c'est une infrastructure qui serait tellement aidant. Pour donner l'exemple de Glasgow et Édimbourg, c'est parce que Édimbourg, c'est une ville de 500 000 habitants, Glasgow, c'est une ville de 600 000 habitants. Ça faisait Québec-Montréal, ça serait 4,5 millions et plus que, d'après moi, c'est plus que 4,5 millions de personnes dans ce corridor-là. On ne serait pas capable de remplir un train. Puis, pire que ça, Glasgow, Édimbourg, il y a un départ à toutes les 30 minutes. Tu n'as même pas besoin de regarder l'horaire. Tu pars aux 30 minutes, tu t'en vas à la gare, tu prends le train, tu t'en vas là-bas, c'est réglé. Un prix qui est quand même abordable. Puis, vraiment, si tu considères tous les coûts de se déplacer en automobile, tu rentres dans ton argent. Mais tout ça pour dire que la théorie de la densité de population
est plus ou moins vrai quand le mode est bon. Ceci dit, c'est une culture encore, on revient à la culture de l'automobile, et là, on peut se poser la question, est-ce que le train s'est vraiment utilisé? Après ça, il fait la question TGF, TGV, puis etc. Je ne travaillerai pas là-dedans nécessairement, mais assurément qu'il y a de l'espace pour un train, ce serait des solutions qui seraient, selon moi, c'est drôle parce qu'on dit que ce serait progressiste. Non, c'est conservateur. Il y avait des trains partout avant. On reviendrait à une solution du bon vieux temps, comme on dit. Il y a déjà eu un tramway à Trois-Rivières. Quand je commence mes présentations, là, je commence tout le temps avec le fameux tramway de Trois-Rivières. On ne l'a plus. Il y a plein d'affaires qu'on a perdues de même avec le temps. C'est que je pense que c'était pas fou comment ils ont fait ça dans le temps. Puis ça permettait de déplacer beaucoup plus de gens de façon beaucoup plus... c'était pas écologique, mais beaucoup plus efficace. Pour le coup. Voilà, je vais m'arrêter là. Pierre-Olivier? Un simple ajout pour dire, c'est certain qu'il n'y aura pas de TGV qui va débarquer à Victoriaville. Je pense pas qu'il y a un cas de mesure où ça va arriver, mais là où ça interpelle, en fait, c'est au niveau justement de la part qu'on laisse au transport interrégional, à l'industrie privée. Je pense à Autobus Breton, en fait, qui faisait la ligne Saint-Georges-en-Beauce à Québec, qui a ses activités. C'est le dernier en date, en fait, mais pendant la pandémie, on a vu un paquet arriver parce qu'on a d'autres transports collectifs qui sont, eux, publics. Dans le cas du train, on est quand même encore la ligne de via, c'est encore du privé. Là. Moi, quand j'attends finalement, parce qu'il y a un train de marchandises qui va passer en avant de moi, entre Drummond et Saint-Hyacinthe, c'est assez irritant quand tu es un usager. Ça augmente ton parcours, mais une fois finalement qu'on aura une volonté politique, une fois que ça sera priorisé au niveau public, peut-être que ça va pouvoir changer. Mais laisser ça dans l'état où ça est, je pense pas qu'il y ait une plus-value nécessaire là-dedans. Je ne sais pas quoi dire sur ce dossier-là. Je pense qu'on peut dire qu'on veut un TGVF. Mais c'est qu'il n'y a pas de vision intégrée. Puis le transport interurbain, j'ai fait un projet là-dessus. Puis effectivement, c'était dans autres transports, dans les précédents plans, parce que c'est pas financé. Des fois, les distances sont moins grandes que de l'inter-périurbain. Il y a un ménage à faire dans cette typologie, puis je reviens à ma vision nationale du transport en commun. Quelqu'un ne devrait pas devoir posséder un véhicule pour pouvoir se déplacer au Québec. Là, on néglige beaucoup de choses quand on réfléchit au transport interrégional. On néglige tout le temps d'accès. Des fois, c'est 2 fois plus long d'accéder au nœud d'embarquement pour prendre le train Montréal-Québec que le reste. Je ne crois pas ça. Je n'ai pas d'indicateur comme les compagnies non plus. Là. Mais tu sais, il y en a une demande dans ce corridor-là, c'est 95% en auto solo. Donc, il y a certainement quelque chose à faire. Encore une fois, on n'a pas une vue très claire parce que les données sont extrêmement mauvaises. Là. Les données sur le transport, l'enquête sur les voyages, c'est pas bon. Les fréquences ne sont pas élevées, c'est très irrégulier, il y a des pics de demande, mais on n'a vraiment pas d'offres concurrentielles pour couvrir la totalité de la trajectoire qui inclut l'accès. Ça, c'est aussi, si quelqu'un vous parle de transport aérien interrégional, je veux dire, c'est fun, je peux me rendre en avion quelque part, mais au bout, je fais quoi? Tu sais, je marche. Je veux dire, il y a une non-compréhension de la nécessité de s'intéresser à la totalité de la trajectoire pour être capable de se déplacer partout. Ça, tant qu'on n'a pas cette vision-là, c'est très dur de pousser sur certains projets. Il faut vraiment s'intéresser à la trajectoire complète. Je rajouterais rapidement là-dessus parce que, tu sais, quand on parle de développement du transport collectif régional, on pense souvent juste à l'autobus, mais tu sais, dans la vraie vie, il y a tout le reste. Hein. Oui, le train, il y a l'avion, il y a le taxibus, il y a l'autopartage qui commence à arriver, il y a le traversier même, quand il fonctionne. Mais tout ça pour dire qu'il y a tellement de possibilités. Il faut arrêter de focusser rien sur une chose. On dirait vraiment, comme je reviens encore à l'idée de c'est tout blanc, tout noir, c'est pas juste ça, tu sais. C'est l'interaction, tout ça. Catherine a tout à fait raison. Un des problèmes qu'on a au Québec, c'est que le transport collectif, entre autres en région, tu sais, la compétence est au MRC, ce qui fait qu'on a 78 façons différentes de développer le transport qui doivent se connecter avec les sociétés de transport, les 9 sociétés de transport ou EXO. Tout le monde est d'accord qu'il y a une interconnexion, là, mais tant que ça ne touche pas les horaires de l'autobus ou que ça ne lui coûte rien, tout le monde est d'accord que ça soit interconnecté. Mais quand on commence à arriver dans les détails, là, c'est plus dur. Ça, tu sais, il y a un travail, on a plusieurs réseaux au Québec. On n'a pas un seul réseau. Je te rejoins complètement quand tu dis que ça va prendre une vision éventuellement, une vision complète, parce que toute la question fondamentale, c'est est-ce que se déplacer, c'est un privilège ou un droit? Puis présentement, pour certains, c'est un privilège.
Ben, c'est un beau mot de clôture. Ça fait le tour. Voulez-vous des Kleenex? Êtes-vous touché, là? Il y a des Kleenex là. Alors, merci beaucoup, Pierre-Olivier Morissette, André Lavoie Merci. et Catherine Morancy. Merci pour cet éclairage, ce partage d'expérience, de connaissances très apprécié.